Bon les gars, je sais que vous aimez les consoles mortes, surtout celles qui vous donnent un petit style hipster underground comme la 3DS ou la Vita. Je ne suis pas le petit ver de terre, je suis l'aigle. Ça vous va? Mais là je vais vous demander de faire un effort en reculant encore plus dans le temps vers une période encore moins tendance, même au sein des nécrophiles que nous sommes. La PS3. Vous connaissez? Ça vient de là toutes les early access des jeux Definitive Edition de la Switch. Mais quel est l'intérêt de jouer à des jeux en 720p 30 fps et même pas en mode portable? Alors déjà vous vous calmez tout de suite, même le 30 fps stable c'était de la science-fiction. Sur cette génération, c'est plutôt les grandes heures du 20 fps avec des désynchronisations verticales de l'image. Revenir sur PS3, c'est réaliser qu'on trouvait ça normal à l'époque que la moitié des jeux ait le même framerate que Cyberpunk PS4. On est vraiment devenus des gros snobs à force de regarder Digital Foundry. Et pourtant, malgré ses lacunes, j'aurai toujours trop d'affection pour la grosse PS3. Elle a encore un intérêt aujourd'hui, ne serait-ce que parce qu'énormément de ces jeux sont encore bloqués sur leur support d'origine, vu que la PS4 est pas rétro-compatible. Et encore aujourd'hui, c'est tellement compliqué pour une console d'émuler l'architecture ultra complexe de la PS3 que la seule solution que propose Sony, c'est le streaming. Mais le démat, vous savez que c'est pas mon truc. Moi, il me faut des boîtes! Et ça tombe bien, j'en ai acheté plein depuis l'an dernier. Donc j'avais envie de vous les présenter, en espérant que ça provoque un déclic chez certains de se repencher sur cette console oubliée. J'ai 22 jeux à vous montrer. Ah, si près d'en faire 23 en 2023! Et on va les ranger par catégorie. Je vous présente la première fournée. Vous devez deviner ce qui les rassemble. À part qu'ils ont tous été achetés par RM en 2023. Qu'est-ce que The Evil Within, Alien Isolation, WRC5, Persona 5, Yakuza Ishin, Yakuza 0 et Yakuza Kiwami ont en commun? La réponse, en passant la vidéo en vitesse 0.25. Jeux suivants: Ridge Racer 7, Heavenly Sword, Lair, Ratchet & Clank Opération Destruction, A Crack in Time, Africa et Yakuza Kenzan. C'est quoi leur dénominateur commun? Ça se bouffe? Là attention, faut mettre la vidéo en x2. C'est des jeux vidéo qui sont sortis avant le rebranding complet de la PS3. Je vous ai bienvenue. Aujourd'hui, Sony a trouvé sa charte graphique. Les jaquettes ont la même tête que ça soit sur PS5, PS Vita, PS4 ou PS3. Mais au début de vie de la PlayStation 3, non. Ils avaient la police de Spider-Man et un logo rouge trop chum sur la tranche. L'autre fois, j'en ai mangé une chiasse. Et donc ces 7 jeux-là, c'est des jeux de début de vie, contrairement à la fournée d'avant. Et là, on va prendre le temps d'en présenter quelques-uns. À commencer par Ridge Racer 7, parce que c'est le dernier Ridge Racer numéroté. Et surtout parce que c'est un jeu du line-up de la PS3, et pas n'importe lequel, un des plus impressionnants. C'est l'un des seuls jeux PS3 à tourner en 1080p 60 fps. L'un comme l'autre était très rare sur cette gen, je vous le rappelle. Mais au-delà de cette performance remarquable pour un jeu de lancement, c'est surtout un bon jeu de course arcade avec plein de contenu. Il y a un tel flow à enchaîner les courses, maîtriser les dérapages et sa nitro sur une bande son originale. Il se joue encore trop bien aujourd'hui, et c'est dommage que cette série n'existe plus. Heavenly Sword, je l'ai acheté alors que j'aime pas les beat'em all. Mais celui-là, il est spécial. À l'époque, j'ai vécu la sortie de la PS3 très intensément. C'est la première fois que je me prenais une telle claque graphique de façon aussi lucide. Heavenly Sword, c'est une des premières exclus PS3 avec MotorStorm, où en voyant du gameplay dans les gaming live de l'époque, je me disais « Ah ouais, c'est une machine de guerre cette console !» Des champs de bataille explosifs avec des armées immenses, aux petits détails dans la modélisation du visage de l'héroïne. Quand ils faisaient des gros plans sur sa tête, ça se sentait qu'ils étaient fiers de montrer des expressions faciales impossibles à rendre sur PS2. D'ailleurs à ce niveau, ça m'a beaucoup rappelé Hellblade Senua's Sacrifice dans les mimiques, et puis j'ai réalisé que Heavenly Sword aussi s'était fait par Ninja Theory, donc pas étonnant. Enfin le plus étonnant, c'est que le studio appartienne à Microsoft aujourd'hui. Bon sinon, à part les graphismes, c'est un jeu pas très profond, il avait le mérite d'être une nouvelle IP, mais heureusement pour lui qu'il est pas sorti après God of War 3. Faut se mettre dans un état d'esprit précis de début de gen pour l'apprécier je pense. Moi, j'ai de l'affection pour lui parce qu'en 2007 sur PS3, à côté, les jeux d'action c'était des trucs à la Genji, nettement moins amusants dans les combats. L'air, je le trouve pas très éloigné d'Heavenly Sword en termes d'univers. Ce côté médiéval avec des grosses batailles, un ton marron dans l'image et un framerate pas ouf. Pourtant, lui aussi, il était conçu pour être une vitrine technologique. L'écran était très chargé quand tu regardais le décor vu du ciel,
Le dragon était très bien animé, et en termes de vitrine, ça s'arrête pas qu'à l'image. Avant qu'une mise à jour permette aussi d'y jouer avec le joystick, c'était un jeu entièrement jouable avec le gyroscope de la Sixaxis. C'est-à-dire que t'orientais ton dragon en orientant ta manette. C'est pas banal sur PlayStation, et c'est véritablement comme ça que je vous conseille d'y jouer pour voir ce qu'il avait de spécial. Parce qu'avec des joysticks, c'est qu'un shooter chiant en arène. Mais quand même, aujourd'hui encore, on voit qu'il avait de l'ambition et du budget. Sorti fin 2007, pas longtemps après Heavenly Sword et l'Air, Ratchet & Clank Opération Destruction, je trouve qu'il marque une rupture. C'est à partir de là que la PS3 va commencer à accueillir de vrais gros jeux next-gen, après l'échauffement tranquillou qu'ont été les premiers mois de vie de la machine. Ce Ratchet, il remonte sacrément la barre au niveau des exclus Sony. Et il va lancer une bonne dynamique, parce que pas longtemps après, il y a les autres gros noms de la PS3 qui arrivent enfin. Uncharted 1, Gran Turismo 5 Prologue, Metal Gear Solid 4, Little Big Planet, Killzone 2, Infamous, etc. Bref, à la fin de la première année de vie de la PS3, Ratchet & Clank Opération Destruction, il arrive comme le Messie. Il vient te rappeler que t'as acheté une console Sony, et donc que les licences que t'as aimées sur PS2 vont commencer à revenir. Parce qu'on l'a vu, avant lui, c'était principalement que des nouvelles IP sur PS3. Si je mets de côté l'affect que j'ai pour les jeux de course, donc si je mets de côté Ridge Racer 7, Wipeout et Motorstorm, ben ce Ratchet & Clank, je serais tenté de dire que c'est la meilleure exclue first party Sony jusqu'à Uncharted 2 en 2009. Et pourtant, je considère pas que ça soit un excellent jeu non plus. C'est un bon action platformer, bien plus action que plateforme d'ailleurs, mais la variété des armes compense un peu le fait qu'il y ait beaucoup de combats. L'ambiance est cool, visuellement c'est hyper propre en 60 fps, mais en termes de progression, même si c'est mieux que les Ratchet & Clank PS2, on est quand même plus proche du niveau d'un épisode PS2 que de l'épisode PS4, qui avait réussi à perfectionner la formule et le rythme de l'aventure. Et surtout, une semaine après, il y a quoi qui sort sur Wii ? Super Mario Galaxy, qui faisait déjà bien plus platformer next-gen, alors que c'était pas en HD. Mais Ratchet & Clank Opération Destruction, ça reste un jeu carré, bien fini, d'une licence connue, qui, en ce qui concerne ses graphismes, exploitait la puissance de la nouvelle génération à une période où on n'attendait que ça. Donc en 2007, ça restait une killer app. A Crack in Time, il est sorti 2 ans plus tard, et je me le garde pour plus tard. Collecter des jeux PS3, c'est franchement marrant. Il y a des jeux très bons qui ont tellement pas vieilli que certains considèrent que c'est même pas encore du rétro gaming. Et puis c'est facile à acheter, il y en a partout dans les caches et sur Vinted. Par exemple, ces 7 jeux-là, je les ai tous payés 5€ max. Enfin, sauf Africa, que j'ai payé 528 yens, c'est-à-dire 3,50€. Et Yakuza Kenzan, je l'ai payé 297 yens, c'est-à-dire 2 balles. Oui, cette année, je suis allé au Japon. Et contrairement à ce que je vous ai dit dans les précédentes vidéos, je n'ai pas acheté que des jeux PS Vita. Je me suis aussi intéressé à sa grande sœur, la PS3. Parce qu'elle est également dézonée. Voici les jeux que j'ai achetés là-bas. Que des jeux qui sont pas sortis chez nous. Ou alors pas en boîte. J'ai pris plein de Yakuza, parce que je trouvais ça fou de me dire que ces jeux-là, qu'on a connus chez nous que dans leur version PS4, ben au Japon, ils ont eu droit à une version PS3 en 2014, en 2015 et même en 2016. C'est pour ça que c'est pas sorti chez nous. La PS3 était déjà morte et enterrée, surtout si tu comptes le temps de la localisation. Like a Dragon Ishin par exemple, on a dû attendre le remake de 2023 pour qu'il arrive chez nous. Et moi je trouvais ça ouf de découvrir l'univers et les graphismes du jeu sur PS3, pendant que les gens normaux découvraient la version PS5. Je trouve ça tout à fait bouleversifiant. Y a quoi d'autre comme remake PS5 qui est sorti récemment ? Bah The Last of Us Part 1. Ben moi, j'en ai profité pour me choper le jeu sur PS3 à une bouchée de pain l'an dernier, vu que je connaissais que la version remastered sur PS4. Ben putain, la PS3 en avait dans le vide en 2013. Le jeu est encore hyper propre, surtout si tu compares à The Last Hope sur Switch 10 ans plus tard. Et y a quoi d'autre comme jeu PS5 qui est ressorti en 2022 ? Ben Persona 5. Lui aussi vient de la PS3, c'est dingue. Les gens sont contents d'acheter des jeux neufs hors de prix pour avoir la dernière sortie, le dernier truc à la mode, dernier cri. Mais les gars, vous êtes juste en train de jouer à des jeux PS3 en 4K. Mais c'est glucose. En vrai, je cherche pas à me foutre de la gueule de ce type de joueur, ils s'amusent, c'est tout ce qui compte. Mon véritable but, c'est juste de valoriser la PS3, de dire que sans le vouloir, vous l'aimez déjà, parce que vous y jouez, indirectement. Au rayon des jeux qui graphiquement m'ont tapé dans l'œil,
J'ai aussi pris God of War 3. Je vous jure, si aujourd'hui Nintendo sortait un jeu pareil sur Switch, on serait nombreux à dire que c'est un des plus beaux jeux de l'année. La mise en scène, les décors et les boss, c'est tellement épique. Time and Eternity aussi, il m'a bluffé visuellement, mais d'un point de vue artistique, pas technique. J'ai jamais vu un jeu avec ce style. On a l'impression de contrôler un vrai animé. Je kiffe les animations 2D du perso, que ça soit pendant les déplacements ou les affrontements. C'est un RPG qui m'a surpris. Il propose quelque chose de différent, mais pas trop compliqué. Ça reste simple à assimiler. Le système de combat est original, très nerveux, et principalement axé autour du timing entre les attaques au corps à corps, à distance, et les esquives. Par contre, j'ai toujours un problème avec les rencontres aléatoires dans les jeux où il faut explorer. Enfin, c'est pas complètement aléatoire, il y a une jauge qui se remplit à l'écran, donc t'es prévenu, mais j'aurais aimé moins de combats, vu que c'est souvent les mêmes monstres qui se répètent, avec les mêmes patterns. J'ai lu partout que c'était un mauvais jeu, en plus d'être hideux, et je suis absolument pas d'accord. Le scénario est un peu con-con, c'est vrai, mais les dialogues m'ont fait rire plusieurs fois. Et pour un RPG pas si récent, j'ai été surpris tout de même par toutes les options de confort et de qualité de vie. C'est pas vieillot, c'est rafraîchissant même, c'est une vraie petite perle cachée si t'aimes les JRPG obscurs. Et si t'aimes les JRPG obscurs, c'est que tu dois déjà maîtriser l'anglais. Ça tombe bien, parce qu'il est pas traduit en français. Ça ressemble à un jeu qui aurait pu être porté sur Vita. Mais tant pis, j'ai qu'à imaginer que je suis sur ma PS-TV avec ma DualShock 3. Need for Speed The Run, il y a un truc très drôle sur ce jeu, c'est que si ta console est connectée à internet, le jeu se lance pas. Parce qu'il essaie en boucle de se connecter aux serveurs d'EA qui ont fermé il y a quelques années, alors plutôt que de simplement afficher un message d'erreur comme tous les vieux jeux qui sont dans le même cas de figure, il s'obstine à chercher des serveurs introuvables. Donc n'ayez pas peur, si vous l'achetez d'occasion, c'est pas un problème avec votre disque. Une fois que vous vous êtes déconnecté d'internet sur votre PS3, le jeu se lance, et putain, ça valait le coup de s'embêter avec mes options internet. J'ai rarement joué à un jeu de course aussi surprenant. C'est pas une énième progression semi-ouverte avec différents types d'épreuves à choisir qui te font gagner des points pour en débloquer des nouvelles. Non, c'est un jeu de course linéaire et scénarisé où les courses s'enchaînent naturellement sans que t'aies à réfléchir à quoi que ce soit. C'est un pur jeu de conduite entrecoupé de dialogues et de QTE parfois. Ça fait un peu bizarre au début, mais je trouve que ça marche bien. Et le concept, c'est que tu commences à San Francisco, c'est-à-dire sur la côte ouest des États-Unis, et pour les besoins du scénario, tu dois aller à New York, la côte est. Donc tu traverses tout le pays en voiture. Si t'es fan des US, tu vas kiffer. C'est ça que je veux pour un Forza Horizon 6 maintenant, histoire de changer la formule, qu'on mette les open world au placard, et qu'on ose nous faire un jeu de course scénarisé, ultra rythmé, linéaire, qui pourrait donc se lâcher sur la mise en scène en variant les situations. Le Uncharted des jeux de course quoi, moi je signe tout de suite. Need for Speed The Run, c'est un bon brouillon pour ça. Yakuza 3, on va le passer parce que j'ai déjà prononcé le mot Yakuza assez de fois dans cette vidéo. GTA Episodes from Liberty City, le Yakuza des Américains. Ça c'est intéressant. C'est les deux extensions de GTA 4 avec chacune leur propre scénar. T'as une version complète en boîte avec le jeu plus ses DLC, mais moi ce que je trouvais drôle, c'était de prendre cette édition spécifique où il n'y a que les extensions, en mode standalone jouable sans le jeu de base. Du coup, il n'y a même pas écrit GTA 4 sur la boîte, seulement GTA Episodes from Liberty City. Et alors, qu'est-ce que ça vaut ? Ben pour moi, la force de ces jeux, c'est toujours les personnages et leurs dialogues. C'est bien plus prenant de voir où va l'histoire que dans la majorité des open world. Avec toujours des personnages hauts en couleur à qui on s'attache, même si c'est des gros enculés. La ville de GTA 4 était quand même vachement bien rendue pour un jeu aussi vieux. Elle est vivante et immersive. Seulement, à part ça, le gameplay, je le trouve trop lourd. Tu passes ton temps à conduire d'un point à l'autre de la ville, entre les missions, et même pendant les missions. C'est un jeu de conduite en fait, sauf que c'est pas aussi agréable que dans un Forza. Mais le pire, c'est les gunfights. Il y en a tout le temps. À chaque mission, dans le scénario, il y a toujours une bonne raison d'aller faire un raid chez un gang rival pour buter tout le monde. Mais cette jouabilité est nulle à chier, pas précise et très lourde. On est loin de la souplesse des TPS d'aujourd'hui. Donc quand tu crèves vers la fin d'une mission et que tu dois refaire le combat, c'est un supplice pour moi. Ça c'est surtout vrai pour le scénario The Lost and the Damned. J'ai été surpris que dans The Ballad of Gay Tony, il y ait des missions légèrement plus originales. Dès le départ, on va te faire du golf pour torturer un mec attaché,
on va te faire voler un hélicoptère de combat pour exploser un yacht. Donc j'ai bien aimé ce côté plus foufou. Et le fait que ça soit une extension plus condensée le rend plus rythmé qu'un vrai gros GTA qui s'étend sur 30 heures. GTA 4 et ses extensions, c'est toujours des chouettes jeux si vous arrivez à passer outre les gunfights. Et sinon, j'ai aussi acheté Sly Trilogy à 2€ dans une brocante. Je l'avais déjà sur PS3, mais sur la cartouche, il n'y avait pas le 3. Et c'était pas compatible avec la PS TV. Donc à ce prix-là, je suis content de l'avoir trouvé par hasard. Certains jeux que je vous ai présentés aujourd'hui sont jouables en streaming sur le PlayStation Plus Premium. Mais personnellement, je trouve que ça vaut pas l'expérience d'avoir le hardware original. D'ailleurs, l'an dernier, j'ai sorti une vidéo 3 raisons d'acheter une PS3 plutôt que de s'abonner au PlayStation Plus Premium. Et je vous la conseille toujours si vous l'avez pas maté.